Imaginez, nous sommes en Afrique de l'Ouest en 1950. Le Mali est une colonie et la politique est une affaire d'hommes. Les femmes sont exclues du pouvoir et s'opposer à la France peut détruire votre vie. Pourtant, sans armes ni armée, une simple sage-femme va devenir la première femme députée du pays et l'une des plus grandes figures de l'indépendance. Voici l'incroyable histoire d'Awa Keita. Awa Keita naît le 12 juillet 1912 à Bamako, dans ce qu'on appelle alors le Soudan français, une colonie intégrée à l'Afrique occidentale française. Elle grandit dans une famille relativement privilégiée pour l'époque. Son père, un fonctionnaire de l'administration coloniale, lui transmet très tôt le goût de l'éducation. Sa mère, femme traditionnelle, lui inculque la discipline et le respect des valeurs familiales. Mais Awa ne se contente pas de suivre le chemin que la société a tracé pour les filles africaines à cette époque. Dans son environnement, les filles sont souvent mariées très jeunes. Les femmes restent à la maison. À cette époque, très peu de filles vont à l'école. Mais son père prend une décision révolutionnaire. Il inscrit sa fille à l'école. Il croit profondément à l'éducation. Il voit dans les livres et dans l'école une voie pour que sa fille dépasse les limites imposées aux femmes africaines. Mais sa mère a une vision très différente, convaincue qu'une fille instruite ne trouvera jamais de mari. Pour elle, la place d'une fille est claire, apprendre les tâches domestiques, préparer le mariage, devenir une épouse docile. Dès ses premières années, Hawa ressent la tension. Pourquoi vouloir s'éloigner de la maison, des tâches familiales et de l'apprentissage des coutumes, lui répétait sa mère. Aller à l'école signifiait désobéir. Cela signifiait défier la tradition et surtout retarder l'âge du mariage. Chaque matin, quand elle s'apprêtait à partir à l'école, sa mère tentait de la retenir. Une fille n'a pas besoin de savoir lire autant que de savoir bien tenir une maison. Ton futur mari attendra que tu sois prête pour le foyer, pas pour les livres. Pour Hawa, c'était un choix impossible, obéir ou apprendre. Mais elle avait déjà dans le cœur une soif de connaissance plus forte que la peur de la réprobation familiale. Certains hommes venaient déjà frapper à la porte pour demander la main de la jeune fille. Chaque jour était une bataille, convaincre sa mère que l'école n'était pas une menace. Résister aux pressions du quartier, garder ses ambitions vivantes, son courage était remarquable. À peine adolescente, elle défendait déjà son droit à l'éducation contre des siècles de tradition. Heureusement, son père jouait un rôle crucial. Il l'encourageait à persévérer, la protégeant des pressions maternelles et sociales. Grâce à lui, Hawa entreprend des études malgré les réticences. C'est donc en 1928, à seulement 16 ans, qu'elle réussit un concours extrêmement sélectif pour intégrer l'École africaine de médecine et de pharmacie de Dakar, une institution créée par les autorités coloniales françaises pour former du personnel médical africain. À cette époque, presque aucune femme africaine ne reçoit une formation médicale, encore moins une femme noire. 3 ans plus tard, en 1931, elle obtient son diplôme. Elle devient l'une des premières sages-femmes africaines diplômées de toute l'Afrique occidentale française. Elle choisit le métier de sage-femme, un choix audacieux. C'est un métier très respecté, mais presque exclusivement masculin pour les Européens. Peu de femmes africaines ont accès à cette formation, et c'est une voie qui lui donnera à la fois un rôle crucial et un accès direct à la vie des femmes. En devenant sage-femme, elle se place au cœur des communautés, au contact direct des femmes, des familles et de la société coloniale. Même jeune, elle observe les injustices autour d'elle. La ségrégation raciale dans les villes, les inégalités entre Européens et Africains, et le poids des traditions qui limitent les filles. Ces observations marquent son esprit. Elles forment les bases de ce qui deviendra son combat politique et féministe. Elle comprend très tôt que l'émancipation des femmes et la liberté des peuples sont liées. Pourtant, à 19 ans, ce diplôme ne lui apporte pas une vie confortable. Bien au contraire. Son premier poste est à Gao, une ville isolée dans le nord du Mali. Un endroit loin de sa famille, loin de sa culture et surtout loin de sa langue. Elle parle bambara, mais à Gao les habitants parlent songhai. Elle est seule, jeune et plongée dans un environnement difficile. Mais peu à peu quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle gagne la confiance des femmes. Les sages-femmes jouent un rôle vital. Elles ne font pas que faire accoucher. Elles sont souvent les seules professionnels de santé accessibles aux femmes africaines. Elles assistent les accouchements, soignent les mères, surveillent les nourrissons, donnent des conseils médicaux et parfois sauvent des vies.
Dans des régions où les hôpitaux sont rares, la sage-femme est la seule présence médicale. Awa Keita accompagne des centaines de femmes. Elle voit leurs souffrances, la mortalité maternelle, la pauvreté, et elle voit aussi les injustices sociales et coloniales. Ces expériences vont profondément la transformer. Elle devient une figure respectée. Grâce à son métier, elle rentre dans l'intimité des familles. Elle voit les réalités que les autorités coloniales ignorent. Et surtout, les femmes lui parlent. Elles lui font confiance. Elles partagent leurs problèmes, leur vie, leurs souffrances et leurs espoirs. Très vite, elle devient une figure respectée dans la communauté. Mais ce respect va avoir une conséquence inattendue. Dans les années 1940, Awa Keita rejoint un mouvement anticolonial. Elle utilise son métier pour élaborer la résistance. Elle organise des réunions politiques clandestines directement dans la maternité, parce que c'est le seul endroit où les femmes peuvent se réunir sans éveiller les soupçons. Les autorités coloniales surveillent les hommes, pas les femmes, et encore moins une sage-femme. Elle transforme son lieu de travail en centre de résistance. Puis les autorités françaises comprennent rapidement qu'elle est dangereuse. Pour l'arrêter, ils la mutent, encore et encore. Elle est envoyée dans plusieurs villes, jusqu'à même au Sénégal. Ces mutations sont une punition. Ils espèrent la réduire au silence, mais font l'effet inverse. Partout où elle va, elle continue, elle soigne, elle aide et elle milite. Son métier lui donne trois choses que peu de militants possèdent. La confiance du peuple, une indépendance financière et un accès direct aux femmes. Et cela change tout, car les femmes représentent la moitié de la population et personne ne les organise politiquement, sauf elles. Chaque jour, Hawa aide des enfants à naître. Chaque jour, elle voit la fragilité de la vie et l'injustice qui l'entoure. Chaque enfant qu'elle aidait à naître la rapprochait un peu plus de la révolution. Mais elle est encore seule dans son combat. Son métier lui donne un rôle, mais pas encore une direction. Puis un jour, elle rencontre un homme qui va changer le cours de sa vie. Un médecin, instruit, cultivé, engagé. Son nom est Daouda Diawara. Il appartient à une petite élite africaine éduquée, une élite qui commence à réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Contrairement à beaucoup d'hommes de son époque, il ne voit pas Hawa comme une simple épouse. Il voit en elle une femme intelligente, une femme capable de penser, capable d'agir. Ils se marient en 1935, et pour la première fois, Hawa entre dans un monde nouveau, un monde de discussions politiques, d'idées révolutionnaires, où l'on commence à imaginer une Afrique libre. Avec lui, Hawa découvre un monde nouveau, un monde d'idées. Sans le savoir encore, ce mariage ne va pas seulement changer sa vie professionnelle. Dans leur maison, ils lisent des journaux, ils discutent du système colonial, ils parlent des injustices et de liberté. C'est la première fois qu'Awa est exposée à une réflexion politique structurée. Jusqu'ici, elle avait vu les injustices, mais maintenant elle commence à les comprendre. Elle comprend que la domination coloniale n'est pas une fatalité, qu'elle peut être combattue. Après son mariage, Hawa continue à travailler comme sage-femme. Mais sa vie devient instable. L'administration coloniale contrôle entièrement la carrière des fonctionnaires africains. Les mutations sont fréquentes et souvent arbitraires. Elle est envoyée successivement dans plusieurs villes. Chaque mutation signifie recommencer à zéro. Nouvelle ville, nouvelle patiente, nouvelle vie. Mais ces déplacements vont avoir un effet inattendu et lui permettent de découvrir la réalité du pays. Elle voit la pauvreté dans les campagnes, le manque d'infrastructures, l'abandon des populations africaines par le système colonial. Et surtout, elle observe les inégalités flagrantes entre Européens et Africains. Les médecins européens sont mieux payés, mieux traités, mieux logés, même quand les Africains font le même travail. Ces injustices renforcent sa conscience politique. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe. Au départ, cela semble loin du Soudan français, mais très vite la guerre arrive jusqu'en Afrique, car l'Afrique n'est pas libre, elle est une réserve d'hommes, de ressources, une réserve au service de la puissance coloniale française. Des dizaines de milliers d'Africains sont mobilisés de force. On les appelle les tirailleurs sénégalais. Malgré leur nom, ils viennent de toute l'Afrique occidentale française, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de Guinée ou encore du Niger.
Certains sont volontaires, mais beaucoup sont recrutés sous pression, arrachés à leur famille, envoyés se battre dans une guerre qui n'est pas la leur. Certains ne reviendront jamais, d'autres reviendront blessés, traumatisés. Pendant ce temps, Awa continue son travail de sage-femme. Mais la guerre change tout autour d'elle. Elle voit passer des soldats africains, elle voit des familles brisées, des femmes seules dont les maris ont été envoyés au front. Elle voit la pauvreté s'aggraver car la guerre perturbe l'économie, les prix augmentent et la nourriture devient de plus en plus rare. Les médicaments manquent, même les structures médicales sont affectées. Et en tant que sage-femme, elle est en première ligne. Elle voit les conséquences humaines directes du système colonial. Elle voit que les Africains meurent pour défendre une liberté qu'ils ne possèdent même pas eux-mêmes. Cette contradiction est impossible à ignorer. En 1944, le chef de la France libre, Charles de Gaulle, organise une conférence historique dans la ville de Brazzaville. L'objectif est clair, redéfinir l'avenir des colonies africaines après la guerre. Pour la première fois, les autorités françaises reconnaissent officiellement qu'il faut réformer le système colonial. Elles promettent plus de droits pour les Africains, plus de représentation politique, plus de participation à la gestion des colonies. Mais elles refusent une chose, l'indépendance. Malgré cela, quelque chose d'irréversible s'est produit, l'idée du changement est désormais réelle. Après la guerre, les soldats africains rentrent chez eux. Mais ils ne sont plus les mêmes, ils ont voyagé, vu le monde, vu l'Europe. Ils ont vu que les Européens ne sont pas supérieurs. Ils ont combattu, souffert, et maintenant ils veulent des droits. Ils veulent le respect, la dignité, la liberté. Cette nouvelle conscience se propage dans toute la société, chez les travailleurs, les enseignants et les fonctionnaires, et même les professionnels de santé comme Awa Keta. Pendant toute cette période, Awa observe. Elle écoute et réfléchit. Son métier lui donne une position unique. Elle voit la réalité du peuple et les conséquences directes du système colonial. Elle comprend que ce système n'est pas seulement injuste, il est fragile, et pour la première fois elle commence à imaginer quelque chose de radical, un futur où son pays serait libre, un futur sans domination coloniale où les Africains décideraient eux-mêmes de leur destin. La guerre n'a pas seulement changé le monde, elle a changé Awaketa. Elle n'est plus seulement une sage-femme, elle est en train de devenir une future militante. Et en 1946, une opportunité historique apparaît. Un nouveau parti politique est créé, un parti qui va changer l'Afrique pour toujours. Le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Ce parti est fondé à Bamako. Son objectif est clair, mettre fin à la domination coloniale française et obtenir l'égalité politique pour les Africains. Ce mouvement attire des enseignants, des fonctionnaires, des médecins, des intellectuels, et parmi eux, une sage-femme de 34 ans, Awa Keta. Elle rejoint officiellement le RDA en 1946. C'est une décision extrêmement risquée car à cette époque, les autorités coloniales considèrent ce parti comme une menace. Tous les membres sont surveillés et les fonctionnaires africains comme elle sont particulièrement vulnérables car leur carrière dépend de l'administration coloniale. Elle peut les muter, les sanctionner, voire même les détruire, leur vie professionnelle, mais ce malgré elle s'engage. La politique est dominée presque exclusivement par les hommes. Les femmes sont exclues. Elles n'ont presque aucun pouvoir politique. Mais Awa Keta refuse de rester silencieuse. Elle comprend que quelque chose que beaucoup d'hommes politiques ne comprennent pas encore. Les femmes représentent une force immense. Alors elle commence à organiser les femmes. Elle leur parle, elle leur explique leurs droits. Elle leur explique la politique, la colonisation et surtout, elle leur explique qu'elles peuvent agir. Son métier de sage-femme lui donne un avantage unique. Elle est respectée. Elle entre dans les maisons, elle parle directement aux femmes. Peu à peu, elle construit un réseau politique féminin. C'est une stratégie révolutionnaire, car pour la première fois, les femmes deviennent une force politique organisée. Les mutations deviennent monnaie courante. Chaque mutation est censée affaiblir son influence. Mais cela produit exactement l'effet inverse. Partout où elle va, elle recommence. Elle rencontre de nouvelles femmes, elle organise de nombreux réseaux et elle diffuse les idées du RDA. Son influence s'étend, ville après ville, région après région. Sans le vouloir, les autorités coloniales contribuent à diffuser le mouvement et Awa Keta devient progressivement une figure politique connue.
En 1951, des élections importantes ont lieu, et Awa Keita joue un rôle clé dans la mobilisation politique. Elle encourage la participation des femmes. Elle contribue à renforcer la base du mouvement indépendantiste. Pour la première fois, son influence politique devient impossible à ignorer. Elle n'est plus seulement une sage-femme ou une militante, elle est devenue une véritable actrice politique. Et désormais, il est trop tard pour la faire taire. Mais ce n'est que le début. Dans les années qui suivent, elle va gravir les échelons du pouvoir jusqu'à devenir la première femme députée du Mali et entrer dans l'histoire. Au début des années 1950, elle est devenue un pilier du RDA au Soudan français. Le contexte politique est explosif. Le RDA, fondé en 1946, a d'abord été proche du Parti communiste français, ce qui a entraîné une forte répression coloniale. Arrestations, pression administrative et campagne de discrédit. Mais au début des années 50, le mouvement politique change de stratégie. Il prend ses distances avec le Parti communiste pour survivre politiquement. En 1956, un événement majeur bouleverse l'Afrique française. La loi cadre de fer. Cette réforme accorde davantage d'autonomie politique aux territoires africains. Pour la première fois, les assemblées territoriales obtiennent de vrais pouvoirs. Le suffrage universel est élargi. Les Africains peuvent désormais élire davantage de représentants locaux. C'est une fissure dans le système colonial et Awa Keita est prête. En 1957, le RDA remporte une victoire importante au Soudan français. Le parti prend le contrôle de l'Assemblée territoriale. Son leader, Modibo Keïta, devient le président du gouvernement. Et dans ce nouveau paysage politique, Awa Keïta s'impose. Elle devient membre du bureau politique du parti. Elle est la seule femme à ce niveau de responsabilité. Cela signifie qu'elle participe aux décisions stratégiques, qu'elle influence les orientations du mouvement et qu'elle est reconnue comme une dirigeante nationale. En 1959, un événement historique se produit. Awa Keïta est élue députée. Elle devient la première femme parlementaire du Soudan français et l'une des toutes premières femmes députées d'Afrique de l'Ouest. C'est un moment symbolique immense. Une ancienne sage-femme, une militante surveillée, entre désormais officiellement dans le pouvoir politique. Elle participe au État constitutionnel, elle contribue à structurer le futur État et elle travaille à la mise en place des institutions, défend la place des femmes dans la nouvelle nation en construction. Le 22 septembre 1960, le Mali devient officiellement indépendant. Modibo Keïta devient le premier président de la République du Mali. Et Awa Keïta fait partie de cette génération fondatrice. Elle n'est plus seulement militante, elle est désormais actrice de la construction d'un État souverain. Et l'indépendance n'est pas la fin du combat, car une question reste entière. Quelle place pour les femmes dans ce nouveau Mali? Et c'est là qu'Awa Keïta va ouvrir un nouveau front, non plus contre la colonisation, mais contre les inégalités internes. Dans les années 1960, elle devient l'une des principales dirigeantes de l'Union nationale des femmes du Mali. Cette organisation a un objectif clair: organiser les femmes, les éduquer politiquement, leur donner une voix, et elle leur explique quels sont leurs droits, qu'elles ont une valeur, qu'elles doivent participer à la vie publique. C'est une révolution culturelle, car pendant des siècles, les femmes ont été exclues du pouvoir. Awa Keïta s'attaque à des sujets extrêmement sensibles. Elle critique ouvertement certaines traditions injustes. Elle s'oppose au mariage forcé, au mariage précoce, à la domination masculine totale et à l'exclusion des femmes de la politique. Elle défend une idée radicale pour son époque. Les femmes doivent être des citoyennes à part entière, pas seulement des épouses, pas seulement des mères, mais des actrices de la nation. Et pour cela, elle ne se contente pas de discours, elle agit, encourage les femmes à voter. Elle les encourage à s'engager politiquement. Elle aide à former une nouvelle génération de femmes militantes. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, des femmes participent activement à la vie politique. Elles transforment les femmes en force politique, et cela change profondément le pays. Mais son influence ne s'arrête pas aux frontières du Mali. Elle devient une figure importante du mouvement féministe africain. Elle participe à des conférences internationales, elle voyage dans plusieurs pays comme l'Union soviétique, la Chine, des pays africains nouvellement indépendants, l'Europe de l'Est, et elle échange avec d'autres militantes. Elle contribue à construire un mouvement féministe africain international et participe notamment aux initiatives qui mèneront à la création de la Journée internationale de la femme africaine. Son combat devient continental.
Le 19 novembre 1968, tout bascule. Après seulement 8 ans d'indépendance, le Mali est frappé par un coup d'État militaire. Un groupe d'officiers dirigé par Moussa Traoré renverse le président Modibo Keïta. Le régime est dissous et le gouvernement est arrêté. Les institutions sont suspendues. En quelques heures, le pouvoir change de main. Pour Awa Keïta, c'est un choc. Elle fait partie de la génération fondatrice du Mali indépendant. Elle a consacré sa vie à construire ce pays et soudain, tout s'effondre. Après le coup d'État, le nouveau régime militaire se méfie profondément des anciens dirigeants. Tous ceux qui étaient proches du pouvoir précédent sont écartés, surveillés et réduits au silence. Awa Keïta perd sa position politique. Elle n'a plus de pouvoir, plus d'influence institutionnelle. Sa carrière politique prend fin brutalement, après plus de 20 ans de combat. Mais contrairement à d'autres dirigeants, elle n'est pas emprisonnée. Cependant, elle comprend que le Mali n'est pas un endroit sûr politiquement. Elle quitte le Mali. Elle part vivre à l'étranger, notamment en République du Congo, à Brazzaville. Cet exil est une rupture. Pendant des décennies, elle a été au cœur de l'action. Maintenant, elle est loin, silencieuse et écartée du pouvoir. Elle n'est pas inactive pour autant. Elle commence à réfléchir à son histoire, à son combat, à tout ce qu'elle a vécu, et elle prend une décision importante. Elle va écrire. En effet, en 1975, elle publie son autobiographie, Femme d'Afrique. Ce livre est historique, car c'est l'un des premiers témoignages écrits par une femme africaine engagée politiquement. Dans ce livre, elle raconte tout. Son enfance, sa formation de sage-femme, la colonisation, le racisme, la lutte politique, l'indépendance et son combat pour les femmes. Mais elle décrit également les obstacles, que ce soit les injustices, les sacrifices, mais aussi les espoirs. Ce livre devient un document précieux, un témoignage unique sur la naissance du Mali moderne et sur la place des femmes dans cette histoire. À travers ce livre, elle s'assure que son combat ne sera jamais oublié. Après la publication de son livre, elle vit plus discrètement, elle reste une figure respectée, mais elle ne revient pas au pouvoir. Elle voit le Mali évoluer sans elle. Elle voit les nouvelles générations, les femmes qu'elle a aidées s'éveiller politiquement. Son combat continue à vivre à travers elle. Le 7 mai 1980, Awa Keïta meurt à Bamako à l'âge de 68 ans. Sa disparition marque la fin d'une vie exceptionnelle, une vie de lutte, de courage et de révolution. Aujourd'hui, son héritage est immense. Elle est reconnue comme l'une des premières femmes députées du Mali, une pionnière du féminisme africain, une figure majeure de l'indépendance. Des écoles et des rues portent son nom. Son livre, lui, est toujours étudié, son histoire est toujours racontée, mais surtout, elle a ouvert une voie et changé le cours de l'histoire. Awa, un simple prénom, mais en bambara, il signifie Ève, la première femme, celle qui donne la vie. Et comme l'Ève biblique, Awa Keïta est devenue une femme pionnière, une femme qui a changé l'histoire, non seulement en donnant la vie, mais en donnant aux femmes leur voix, leur place, leur pouvoir. Elle est née sous la colonisation, elle est devenue sage-femme pour sauver des vies, devenue militante pour sauver son pays, devenue députée pour construire une nation, et elle est devenue écrivaine pour préserver la mémoire. Awa Keïta a contribué à libérer son peuple, libérer les femmes. Son nom est peut-être oublié par certains, mais son impact, lui, est éternel. Si toi aussi tu penses que ces histoires doivent être connues, alors montre-le. Laisse un like, écris en commentaire ce que son parcours t'inspire et abonne-toi, parce qu'on va continuer à parler de celles et ceux qui ont changé l'histoire, même quand l'histoire a essayé de les oublier.